bienvenue à vous. Merci d'être là pour une heure qui, je l'espère, va pas être trop dense. Le sujet de la 3D dans ArcGIS c'est un sujet assez vaste et c'est pas forcément très facile de le traiter en une heure, mais on va essayer dans ce séminaire d'évoquer un panorama de la 3D dans la plateforme, de bien insister sur les notions importantes. On va pas forcément rentrer dans le détail de toutes les applications, c'est pas possible en une heure, mais essayer de vous donner quelques clés qui vont vous permettre de comprendre la big picture, c'est-à-dire l'intégralité en fait des workflows de la collecte de la donnée 3D jusqu'à sa diffusion en passant par l'analyse. Donc le plan de la présentation va être le suivant. On va tout d'abord dresser un panorama des capacités 3D de la plateforme ArcGIS dans ses grandes lignes. On reviendra sur 4 concepts clés qu'il est important de bien comprendre pour pouvoir bien commencer à travailler en 3D avec ArcGIS. On se focalisera ensuite sur les applications de conception et de gestion des données 3D. On aura ensuite un focus sur la publication de la 3D sur le web, puisque ça c'est une partie importante de l'usage de la 3D dans la plateforme ArcGIS. Et puis enfin, nous parlerons des applications qui vous permettent de démocratiser les usages de la 3D, comment faire en sorte que la 3D sorte du poste de l'expert et puisse être utilisée par un public plus large, non spécialiste, non géomaticien. Et puis nous terminerons cette présentation par quelques mots sur le futur à court terme, qu'est-ce qui va évoluer, qu'est-ce qui va continuer de progresser dans les différents aspects de la gestion de la 3D dans la plateforme ArcGIS. Donc panorama des capacités 3D de la plateforme ArcGIS. La 3D dans ArcGIS, c'est quelque chose d'important quand même à rappeler, c'est que c'est pas nouveau. Ça fait 15 ans qu'on peut faire de la 3D dans les solutions Esri. Vous faites déjà probablement de la 3D en gérant des classes d'entités 3D dans la géodatabase. Vous avez probablement des couches de points qui ont un Z activé ou des polylignes ou des polygones qui ont un Z activé. Vous travaillez peut-être déjà avec des couches de surface, des rasters de MNE ou de MNT, des couches d'entités un peu anciennes mais qui sont toujours utilisées dans ArcGIS qui s'appellent les TIN, ou une version plus récente de ce modèle de données qui s'appelle les Terrain. Les couches d'objets 3D existent depuis longtemps aussi dans la géodatabase, c'est ce qu'on appelle les multipatchs. Ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui continue d'exister et qui reste la base de la modélisation d'objets 3D dans une géodatabase ArcGIS. La visualisation 3D avec des outils bureautiques. Vous avez peut-être été vous êtes encore des utilisateurs des applications ArcScene ou ArcGlobe. L'analyse 3D, vous en faites peut-être déjà aussi avec Spatial Analyst ou 3D Analyst. Ces extensions sont toujours présentes dans ArcGIS, sont toujours les extensions qui permettent d'aller plus loin, de faire des analyses avancées, de la modélisation avancée de données 3D avec ArcGIS. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, notamment on le verra avec l'arrivée d'ArcGIS Pro, vous pouvez aller beaucoup plus loin sur la 3D, sans forcément vous doter immédiatement d'extensions comme 3D Analyst ou Spatial Analyst. Vous allez pouvoir collecter, intégrer des nouveaux types de données 3D. On parlera de mèches, on parlera de nuages de points, de symboles 3D que vous pouvez appliquer à vos objets et que vous pouvez restituer, conserver en 3D, restituer en 3D ensuite sur le web par exemple. Mettre à jour interactivement vos modèles 3D. Il y a des nouvelles fonctionnalités dans ArcGIS Pro notamment qui permettent d'aller plus loin en termes de mise à jour, de maintenance de ces modèles 3D. Naviguer plus simplement en 3D, y compris en sous-sol. L'application ArcGIS Pro permet beaucoup plus de souplesse dans la navigation, meilleure ergonomie dans la navigation en 3D que ces anciennes applications ArcScene ou ArcGlobe. Et puis en termes d'analyse, beaucoup plus d'outils de géotraitement en 3D, mais aussi de plus en plus dans les futures versions d'ArcGIS Pro et d'autres solutions ArcGIS, des capacités d'analyse à la volée qui ne nécessitent pas forcément l'exécution d'un géotraitement pour analyser une visibilité par exemple. Et puis l'intégration des données techniques issues de CAD et du BIM, il y a déjà des choses dans ArcGIS, cela va continuer d'évoluer pour vous aider à mieux intégrer des formats externes de données 3D, plus ou moins intelligents, plus ou moins en lien avec des bases de données pour constituer vos modèles de données et les gérer dans le SIG.
Et enfin, la communication et la diffusion de ces contenus 3D via un simple navigateur, c'est aujourd'hui une réalité où vous allez pouvoir facilement publier des données 3D sur le web et permettre à des utilisateurs qui n'y avaient pas accès à ces données 3D jusqu'à maintenant de pouvoir y accéder simplement avec un navigateur sur leur poste. Ce qui est important aussi de bien voir, c'est la démarche d'Esri de vouloir proposer une plateforme SIG 3D complète. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie d'adresser tous les aspects de la gestion à la diffusion d'une donnée SIG. Ça commence par la visualisation, notamment sur des postes experts, visualisation ergonomique, performante, des outils de gestion. Une donnée 3D doit vivre. Ce n'est pas, on ne travaille pas avec une maquette dans un SIG, on travaille avec une base de données. Les modèles doivent pouvoir être mis à jour, pouvoir être supprimés, pouvoir être modifiés, pouvoir être insérés à tout moment dans le cycle de vie de sa base de données. Bien sûr, des fonctions, des capacités d'analyse 3D. Si on met des données 3D dans le SIG, c'est avant tout pour les analyser, pour en tirer des informations, les analyser avec les capacités 3D des outils. Le partage, c'est un des axes qui a probablement le plus évolué dans la plateforme ArcGIS ces dernières années. Et puis, la conception, c'est un élément important. Comment concevoir de nouveaux modèles 3D, comment générer, automatiser la génération de certains types d'objets pour des problématiques de design, de géodesign, mais aussi tout simplement pour construire une base de données 3D lorsqu'on dispose au départ que d'informations qui sont en 2D. Et puis autre aspect important dans l'approche 3D de la plateforme ArcGIS, c'est d'avoir cette vision SIG Web 3D pour l'ensemble de l'organisation. La vision, ce qu'on appelle en anglais Enterprise, c'est-à-dire de garder le même paradigme de la plateforme avec ces trois étages que vous connaissez, hein, la partie serveur et services en ligne, le portail qui expose ses contenus, gère les droits d'accès, les métadonnées, la partie collaborative en fait autour des données du SIG, et puis les applications bureautiques, web, mobiles qui consomment ces données. Et l'objectif, c'est vraiment de faire exactement la même chose avec des données 3D que ce qu'on fait déjà depuis quelques années en 2D. Donc avec les mêmes capacités, avec une notion de scène web dont on reparlera, qui va être le média qui va circuler dans l'ensemble de la plateforme entre toutes les applications et qui fait le lien avec les sources de données, les services web qui alimentent ces scènes web. Ça m'amène à vous parler des 4 concepts clés qui est important de connaître pour la 3D dans ArcGIS. Ces 4 concepts clés, ce sont tout d'abord les classes d'entités multipatch. On ne peut pas envisager de travailler en 3D dans ArcGIS si on ne crée pas à un moment donné dans sa géodatabase, que ce soit une géodatabase fichier, une géodatabase enterprise, multi-utilisateur, on doit à un moment donné stocker des modèles 3D sous forme de couches de multipatch. Donc c'est un type de géométrie qui existe depuis très longtemps dans ArcGIS, depuis l'époque des shapefiles, hein, et puis ensuite la génération de la géodatabase. Ces multipatch sont des objets 3D, des facettes, qui peuvent être texturés ou non, qui sont stockés donc dans la géodatabase, qui ont une table attributaire comme une couche de points, de lignes ou de polygones. Ça veut dire que je vais pouvoir faire des filtres, que je vais pouvoir faire des requêtes sur ces données, je vais pouvoir faire de l'analyse spatiale exactement comme pour une classe d'entité 2D. Donc, le stockage de la donnée 3D dans un SIG, dans ArcGIS, c'est au travers de ces couches d'entités multipatch. Ensuite, deuxième concept clé, les couches de scène. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus nouveau. Si vous n'avez pas utilisé trop la 3D ces dernières années dans ArcGIS, vous n'êtes pas familier avec cette notion. Une couche de scène, c'est tout simplement une couche de données 3D, alors que ce soit des objets 3D ou des choses différentes comme des mèches 3D ou des nuages de points lidar. On parlera de couches de scène pour tout ce qui est 3D et qui doit être publié sous forme de service web sur votre portail ArcGIS. Donc une couche de scène est une couche qu'on va pouvoir exploiter dans une scène, d'où le nom, en 3D.
Il va y avoir au moment de sa publication la création d'un cache multi-échelle pour pouvoir avoir un streaming de l'information qui soit efficace sur le web. Ce cache, il va contenir à la fois les géométries, mais aussi les informations liées aux textures, au style de rendu, ainsi que les attributs. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, 4 types de couches de scène existent. Des couches de scène pour des objets 3D, ce sont nos fameux multipatchs, mais aussi pour des couches de points qui ont besoin d'être symbolisées en 3D. C'est ce qu'on appelle des couches de scène de points 3D. Des mèches 3D, on y reviendra, qui sont des modèles de surface texturés, et puis les nuages de points, qui sont typiquement des grosses volumétries de points venant par exemple d'un levé lidar. Dans le futur, de nouveaux types de couches de scène apparaîtront pour gérer notamment les lignes 3D, les polygones 3D, donc ça c'est dans ce qui est à venir à assez court terme dans la plateforme. Troisième concept clé, les scènes web. Les scènes web, c'est exactement le même principe qu'une carte web. C'est un ensemble de couches que l'on combine pour former une scène, donc avec un modèle numérique de terrain, avec une orthophoto par exemple, ou un autre type de fond de carte, des couches de scène 3D, des bâtiments, des arbres, des éléments des équipements que l'on a à gérer, tout type d'objet qui a besoin d'être représenté dans la scène. On y stocke aussi des informations comme les éclairages, les différents cadrages, les éclairages qui sont liés à ces cadrages, des paramètres d'environnement qui sont liés à la manière dont on va afficher la scène 3D, à quelles échelles les couches vont apparaître, etc. Exactement avec la même philosophie qu'une carte web. Mais tout ça en 3D est donc fait pour être exploité par des applications 3D. Comme les cartes web, les scènes web sont décrites dans un format qui est ouvert, un format JSON qui est publié par Esri et qui permet à des développeurs, par exemple, de générer, de fabriquer from scratch une scène web en décrivant son contenu et en publiant éventuellement cette description sur le portail. Le quatrième concept clé qui va avec la notion de scène web, c'est ce qu'on appelle le standard I3S. Ce standard, c'est un standard qui a permis à Esri de spécifier comment ce cache de scène 3D était structuré, était décrit. Donc ça décrit à la fois des couches d'objets 3D, mais aussi des couches de mesh 3D, des couches de points 3D ou des couches de nuages de points lidar. Ce sont les 4 types. Et puis donc, comme j'évoquais tout à l'heure, les spécifications aussi pour les lignes 3D, les polygones 3D sont faites. Leur implémentation va arriver dans les prochains mois de l'année 2018. Pour un utilisateur qui ne connaît pas forcément ce standard I3S, qui est un standard donc validé par l'OGC désormais, pour l'utilisateur, concrètement, ce standard I3S, il va le voir au travers de ce qu'on appelle des Scene Layer Package, des pactages de couches de scène, si on traduit en français. Et ce sont ces fameux fichiers SLPK qu'il va manipuler, soit pour s'échanger des couches 3D d'un portail à un autre, par exemple, soit pour tout simplement pousser une couche 3D, la publier sur un portail. Donc il est important ce standard I3S. Il est utilisé par Esri, mais aussi par d'autres éditeurs. Bentley, avec la solution Context Capture par exemple, offre des capacités d'export au format SLPK, donc au format OGC I3S. Des fournisseurs de données aussi comme Vericon sont capables désormais de livrer, pour Vericon ce sont essentiellement des mèches 3D, dans ce format SLPK. Conception et gestion des données 3D. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et dans des choses assez concrètes. Il y a 2 applications incontournables dans la plateforme ArcGIS pour gérer, travailler sur des données 3D. Il y a tout d'abord l'application ArcGIS Pro. Cette application ArcGIS Pro, elle permet de disposer d'un SIG complet, une application SIG complète pour gérer, créer, mais aussi analyser ces données 2D et 3D. Donc la grande différence avec les applications ArcGlobe et ArcScene, c'est que vous allez avoir une application moderne, performante pour la 2D, mais aussi très performante pour la 3D, qui va dans une même application vous permettre de passer
d'un monde à l'autre, de la 2D à la 3D à tout moment, de synchroniser une carte 2D avec une carte 3D avec les mêmes contenus, de faire certaines analyses en 2D, de les voir apparaître en 3D, de faire des analyses en 3D, de les rendre éventuellement ensuite sur une carte 2D. Bref, de passer à tout moment d'un monde à l'autre, de pouvoir faire toutes les opérations de collecte, de structuration dans la base de données, d'analyse sur ces données, de mise à jour des entités 3D, etc. C'est aussi depuis ArcGIS Pro qu'on va, par exemple, mettre en place des workflows d'import de sources de données BIM, de sources de données CAD, de fichiers KML ou d'autres fichiers Collada, DAE ou des formats plus génériques comme le format OBJ ou comme des fichiers 3ds Max, ce genre de choses. C'est depuis ArcGIS Pro qu'on va faire tout ce travail d'intégration, de collecte et d'intégration des données 3D dans la géodatabase. Par ailleurs, pour les développeurs, ArcGIS Pro dispose d'un SDK .NET qui permet d'étendre les fonctionnalités d'ArcGIS Pro et donc bien sûr d'étendre ses capacités 3D. Il y a également, pour aller plus loin sur un certain nombre d'analyses ou de workflows d'import évolués, des extensions que l'on connaît déjà dans ArcGIS depuis un certain temps, 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst, qui sait faire du calcul d'itinéraire par exemple en 3D, ou des extensions comme Data Interoperability qui permet de mettre en place des workflows d'import évolués entre différentes sources de données 3D par exemple et la géodatabase ArcGIS. La deuxième application, vous en avez sûrement entendu parler également, c'est CityEngine. CityEngine est plus spécialisé. CityEngine, sa vocation, c'est d'être l'application de conception de modèles 3D urbains. Donc, on a des outils interactifs pour concevoir des bâtiments, des routes, du mobilier urbain, de la végétation, des espaces verts, des trottoirs, enfin, tout ce qui est nécessaire de pouvoir créer pour gérer un modèle 3D urbain, mettre en volume des règles d'urbanisme, ce genre de choses. On peut faire tout ça avec CityEngine. On a une approche dans CityEngine qui est de concevoir des modèles 3D à partir de règles procédurales, c'est-à-dire qu'on va partir d'objets 2D avec un certain nombre de propriétés, et de ces objets 3D, sur ces objets 3D, on va appliquer un certain nombre de règles assez simples, mais qui vont se combiner les unes aux autres pour fabriquer au final un objet 3D qui soit texturé, non texturé, pour ensuite bien sûr revenir vers le SIG et pousser ces modèles 3D vers la géodatabase. On a également dans CityEngine des outils qui sont liés à la gestion de scénarii, puisqu'il y a cette notion de conception, d'envisager différents types de scénarii d'aménagement, par exemple, et d'avoir des indicateurs, des KPI sur ces différents scénarii. Donc on a tout un environnement de tableau de bord, de scénarii, de gestion de ces scénarii, d'affichage de ces scénarii, pour pouvoir facilement comparer, avoir une approche très itérative d'un aménagement, des propositions de différents projets, de différentes options sur des projets, etc. Et puis quelque chose qui est arrivé il y a quelques mois dans CityEngine, des capacités d'export de ces modèles 3D dans des environnements de réalité virtuelle avec une application qui s'appelle ArcGIS 360 VR, dont je reparlerai à la fin de la présentation. Alors pour que ce soit un petit peu plus concret, je vous propose une démonstration dans laquelle on va voir les capacités d'ArcGIS Pro à gérer des données 3D en partant au départ de données 2D et puis voir dans la foulée un exemple d'analyse que l'on peut faire sur ces données 3D. Donc nous sommes ici dans ArcGIS Pro, on est dans une carte 2D, on a ici des données sur la partie publique de la dalle de la Défense, donc ce sont des données de De facto, l'organisation qui gère un certain nombre d'équipements publics comme l'éclairage, l'assainissement, les panneaux de signalisation, etc. Vous voyez que c'est une donnée assez technique qui est dense et dans un environnement complexe comme la Défense où on a énormément de niveaux, de demi-niveaux, on a une donnée qui finalement est difficilement exploitable en 2D. On est en permanence en train de faire des filtres par altitude, par niveau. Et comme on a cette information de niveau, finalement, dans un outil comme ArcGIS Pro, il est assez simple de basculer toute cette donnée qui est 2D, mais qui a des attributs, des informations liées au Z, et bien de convertir tout ça en de véritables couches 3D avec
parfois du volume, parfois non. J'ai ici en bleu mes parkings qui sont simplement des couches que l'on a mis à la bonne altitude, mais j'ai aussi du mobilier urbain, j'ai aussi de la végétation, j'ai des bâtiments qui ont été mis en volume, et d'un seul coup, mon plan 2D devient quelque chose de beaucoup plus lisible, de beaucoup plus navigable, et dans lequel je vais me repérer beaucoup plus facilement. Donc vous voyez ici des objets qui sont au départ des objets techniques 2D, mais avec une information en Z que je peux facilement afficher en 3D, qui me permet aussi, cette 3D va me permettre ici aussi de visualiser mon réseau dans les 3 dimensions, ce qui est beaucoup plus simple à comprendre, et à pouvoir ensuite analyser avec des géotraitements qui vont être capables de travailler sur ces géométries 3D. Dans RegisPro, on affiche également d'autres sources de données 3D, comme des données LIDAR. Vous voyez ici mon nuage de points à LIDAR, qui va me permettre, par exemple, parmi les usages potentiels, de valider des informations de hauteur de bâtiment. Par exemple, ici, ce bâtiment, je constate qu'il n'est pas correct au niveau de sa hauteur. Je vais pouvoir utiliser des outils de mise à jour 3D que j'ai dans mon interface RegisPro pour pouvoir corriger cette erreur et modifier la hauteur, le volume de ce bâtiment avec des outils assez interactifs, vous voyez ici, qui me permettent rapidement de corriger la géométrie 3D. J'ai ici mon bâtiment, c'est typiquement une couche de multipatch, la géométrie 3D de mon bâtiment. Alors ce que vous voyez ici en termes de bâtiment, ce sont des modèles 3D, des multipatchs qui sont non texturés. Je peux bien sûr gérer, si j'ai l'information, si le workflow de production de cette donnée m'a permis d'obtenir des objets texturés, je peux bien sûr les gérer. Le modèle de données multipatch de la géodatabase permet tout à fait de prendre en compte ces textures, de les stocker, de les indexer et notamment de les sous-échantillonner pour les afficher de manière performante aux plus petites échelles. Tout ça, c'est prévu dans le format multipatch. Alors là, on a une vision outdoor, je dirais, de la défense. Ce que l'on vous montre ici, c'est que sur un des bâtiments ici, qui s'appelle Cœur Défense, on a également géré des espaces internes, des espaces indoor de notre bâtiment, avec encore une fois une couche d'entités multipatch qui va me permettre d'avoir des informations, un certain nombre d'attributs sur ces espaces et donc de pouvoir par exemple faire de l'analyse. Alors c'est la deuxième partie de ma démonstration. On a vu ici la visualisation. Parlons un petit peu d'analyse, puisque dans un SIG, si je mets de la donnée 3D, c'est pour l'analyser. Et ici, on a pris l'exemple des caméras de vidéosurveillance qui sont dans ces espaces publics de la dalle de la Défense. Vous voyez ici, en orange, ce sont les zones de visibilité, les emprises de visibilité de ces caméras en tant que volume. Le champ, ce qu'on appelle le champ de visibilité d'une caméra. Et l'enjeu ici, c'est d'implanter une nouvelle caméra que vous voyez ici apparaître avec le champ de vision en rose. Et l'idée, c'est de définir le meilleur emplacement de cette caméra et de voir selon les scénarios de positionnement de cette caméra, quelle va être finalement la zone que je vais pouvoir couvrir en termes de visibilité avec cette caméra. Donc cette caméra, ici, elle a un champ de visibilité qui est un volume, donc un multipatch. On l'a intersecté avec la surface de la dalle pour visualiser l'emprise au sol de ce champ de visibilité. L'idée ici, c'est de voir si on installe une caméra qui est orientable, de voir si je peux couvrir une zone plus large et quel gain je vais avoir finalement à pouvoir modifier l'angle et modifier l'orientation de cette caméra pour gagner en fait en superficie sur la zone que je vais pouvoir couvrir. Et donc là, j'utilise une fonction qui est intéressante dans RegisPro qui consiste à pouvoir utiliser les règles procédurales que j'ai créées avec l'application CityEngine pour pouvoir jouer sur les paramètres de cette règle et modifier à la volée la géométrie. Et en modifiant les différents angles, j'ai relancé ce calcul de visibilité ici, d'intersection, pardon, avec la dalle pour avoir à chaque fois la zone couverte, ce qui me donne finalement toute la zone de visibilité
au sol. Mais ça, c'est une zone de visibilité théorique. Après, en utilisant la fonction d'intervisibilité, donc qui va prendre en compte les éventuels obstacles, j'arrive à générer la véritable visibilité de ma caméra, c'est-à-dire en prenant en compte le bâtiment ici qui présente un obstacle, les arbres aussi qui sont des obstacles. Donc voilà, on a utilisé en fait des opérateurs d'intersection tout simples, 3D, que l'on a ensuite enchaîné à des fonctions un peu plus évoluées de 3D analyst, mais qu'on retrouve aussi dans Spatial Analyst, d'intervisibilité, de calcul d'intervisibilité. Donc voilà, c'est vraiment juste un exemple de l'usage de la donnée 3D en termes d'analyse dans un SIG comme ArcGIS-Pro. Alors, je ne vais pas décrire toutes les fonctionnalités 3D de la plateforme, je vais me focaliser pour ArcGIS Pro et pour pour CityEngine, je vais me focaliser uniquement sur les évolutions récentes. Je vous reverrai vers d'autres présentations un peu plus anciennes, notamment les 2 séminaires que l'on a fait l'année dernière sur la 3D, pour revenir sur un peu toutes les familles de fonctions. J'ai pas voulu le refaire, j'ai voulu me focaliser ici plutôt sur les évolutions récentes. Et en termes d'évolutions récentes, notamment sur ArcGIS Pro, on a beaucoup évolué sur les outils de création et de mise à jour des modèles 3D. On peut désormais créer interactivement des modèles 3D en saisissant leur emprise au sol, puis ensuite en les mettant en volume avec des fonctions d'extrusion, de sketching, hein, ce qu'on appelle les fonctions de sketching, de dessin, comme on peut les avoir dans les outils comme SketchUp. Alors ça va bien sûr pas aussi loin, ça va venir petit à petit, on va évoluer sur ces outils de création et de mise à jour de modèles 3D interactifs, mais on peut commencer déjà aujourd'hui à faire des choses assez intéressantes avec des outils interactifs. On peut aussi créer dans ArcGIS Pro des données 3D d'autres manières, hein. On peut transformer des entités 2D en entités 3D, en appliquant par exemple une symbologie 3D à des points et en convertissant ces symboles 3D en véritable géométrie 3D, en véritable objet 3D, multipatch. On peut aussi se servir des attributs, typiquement des emprises de bâtiments, et qui par exclusion vont permettre de créer des modèles 3D. Et puis on peut, comme on l'a vu tout à l'heure avec nos champs de visibilité de nos caméras, s'appuyer sur des règles procédurales issues de CityEngine pour les appliquer dans ArcGIS Pro sans aucune compétence CityEngine, les appliquer à des jeux de données que l'on souhaite et en jouant sur les paramètres qui ont été prévus pour cette règle. On peut aussi créer des données 3D en important des fichiers au format OBJ, DAE, 3DS. On peut également importer des formats plus structurés, plus géospatiaux, on va dire, en important des fichiers BIM, des fichiers CityGML ou autres. ArcGIS Pro évolue aussi beaucoup en termes d'analyse 3D, avec des nouveaux outils d'analyse interactive qui vont faire leur apparition dans la version 2.1 d'ArcGIS Pro, qui va arriver au mois de janvier. Donc vous voyez ici un exemple. Des fonctions qui sont arrivées également, vous les avez peut-être vues dans la dernière version de CityEngine. On va les retrouver aussi très rapidement dans ArcGIS Pro. Donc des outils de calcul de lignes de visibilité, de champs de visibilité, de dômes de visibilité, que l'on va pouvoir exploiter de manière interactive sans avoir à lancer de géotraitement et attendre le résultat. On va pouvoir interactivement calculer un champ de visibilité à partir d'un point et puis une zone cible directement dans sa scène 3D. Quelques mots sur les évolutions récentes aussi de CityEngine. Depuis quelques versions de CityEngine, vous pouvez aller chercher des données. Si vous n'avez rien pour commencer à créer une scène 3D, vous allez pouvoir utiliser l'assistant GetMapData de CityEngine qui va vous permettre d'aller chercher à la fois un fond de carte d'imagerie par exemple, ou parmi les autres fonds de carte de la plateforme ArcGIS, de pouvoir extraire des emprises de bâtiments dans la base de données OSM et puis appliquer des règles prédéfinies, mais que vous allez pouvoir faire évoluer et adapter à votre contexte pour créer un premier contexte urbain sans avoir au départ la moindre donnée sur votre poste. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour se créer un contexte, un environnement urbain qui va être bien sûr procédural, c'est-à-dire qui ne va pas être la réalité, mais qui va s'approcher de la réalité avec les informations qu'on aura trouvées sur les hauteurs de bâtiments dans OSM, etc. Autre évolution aussi, c'est l'accès direct au portail. CityEngine est maintenant capable de se connecter directement au contenu de votre portail ArcGIS et d'aller chercher par exemple une couche d'entité pour pouvoir l'exploiter avec ses règles procédurales et créer à partir d'une donnée 2D des modèles 3D. Avant, on avait uniquement le choix d'importer des shapefiles ou des couches de géodatabase. Là maintenant, on peut aller chercher des données en ligne, les rapatrier dans CityEngine et appliquer des règles procédurales.
La notion de scénario également fait son apparition dans CityEngine et permet de gérer différentes options sur un même projet, différents modèles 3D pour un aménagement par exemple, en restant dans un seul et même projet CityEngine. Dans CityEngine aussi des évolutions intéressantes autour de l'analyse interactive, exactement comme celles qui vont arriver dans la prochaine version d'Argis Pro. On les a déjà depuis la version 2017.1 dans CityEngine, avec le même objectif, pouvoir analyser des intervisibilités entre des objets et des cibles, des cônes de visibilité, des champs de visibilité, des lignes de visibilité entre des différents objets, en prenant en compte toutes les autres couches de 3D de la scène. Quelque chose d'important, assez spécifique à la modélisation procédurale, mais qui est très intéressante en termes de souplesse dans l'application de règles procédurales à un objet pour générer un modèle 3D, la capacité de débrayer très localement sur une partie du modèle, de débrayer la règle pour pouvoir lui appliquer des réglages différents, des comportements différents. Donc ça, c'est quelque chose de très important quand on veut avoir encore plus la main localement sur un modèle en particulier, sur sa modélisation, de pouvoir changer une partie de la règle sur une partie de l'objet. La possibilité aussi dans les règles procédurales de prendre en compte la proximité entre les objets, ça c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple ici mon arbre, quand il se rapproche de la clôture, automatiquement la règle va me permettre de faire diminuer sa taille. C'est quelque chose qui peut être important pour donner plus de réalisme en fait à la modélisation, pour intégrer aussi des contraintes d'urbanisme qui peuvent être liées à des distances par rapport à la limite de la parcelle, des choses comme ça. Et puis des fonctions qui manquaient dans CityEngine, qui sont des fonctions de mesure 3D, de mesure interactive d'objets en 3D. Donc voilà un petit peu pour les options, enfin les outils plutôt, de conception et de gestion de la donnée 3D. Donc on est passé vraiment très vite, mais voilà, c'est pour vous donner un panorama. Maintenant, on va se focaliser sur la publication de toutes ces données 3D. Quand j'ai un MNT sous forme raster, quand j'ai un LiDAR, quand j'ai un mesh 3D, quand j'ai des multipatchs ou quand tout simplement j'ai des couches 2D mais que je veux mettre dans un environnement 3D avec une information sur le Z ou drapé sur le MNT, comment je peux sortir de mon outil Argis Pro, de mon outil CityEngine, de mon SIG d'expert pour ouvrir cette donnée à un public beaucoup plus large. Eh bien, ça va être évidemment en publiant cette donnée 3D sur le web. Et dans ce domaine, Argis, la plateforme Argis a beaucoup évolué. Aujourd'hui, Argis Online et Argis Enterprise, le portail Argis que l'on installe dans son infrastructure, vont être capables de supporter la publication de différents types de couches de scène. Donc les couches de scène d'objets 3D, donc ces fameux multipatchs, par exemple une couche de bâtiment 3D texturé, mais ça peut être aussi du mobilier urbain, ça peut être aussi de route, ça peut être aussi n'importe quel objet volumique qui a été stocké en tant que multipatch dans la géodatabase Argis. Des couches de scène de points 3D. Alors, pourquoi des couches de scène de points 3D? Eh bien, parce que bien souvent, quand vous gérez une couche de points dans Argis, que vous voulez la mettre en 3D, cette couche de points, elle a un volume de points qui est important. Et puis surtout, vous allez lui associer des symboles 3D. Et pour pouvoir lui associer des symboles 3D, pour que ce soit performant, eh bien, on va pas la publier comme une couche d'entité classique, une couche de points, mais on va la publier en tant que couche de scène pour qu'il y ait un cache 3D qui soit créé sur le serveur et qui est du coup ce streaming avec les symboles 3D optimisés, ce streaming efficace de cette couche de points avec ces symboles 3D qui soit opéré vers les applications clientes qui vont être des applications légères, hein, puisqu'on parle d'applications sur le web. On va avoir des scènes web, donc qui vont s'afficher dans un navigateur. Et donc cette notion de cache sur les couches de scène est quelque chose d'important. Donc on va pouvoir publier comme ça des couches de points qui ont des symboles 3D, des arbres, des panneaux de signalisation, des candélabres, des boîtes aux lettres, des cabines téléphoniques, etc. Enfin tout le mobilier urbain, des bancs, etc. vont pouvoir être publiés sous forme de couches de scène de points 3D. Autre type de couche de scène dont je parlais tout à l'heure déjà, ce sont les mèches 3D. Les mèches 3D, ce sont des facettes triangulaires, hein, comme un tin, comme un modèle de surface triangulaire, mais avec dans chaque triangle une texture
venant généralement d'une photographie aérienne. C'est typiquement le genre de données qu'on peut fabriquer avec une application comme Drone2Map, mais aussi des applications tierces non Esri qui vont générer ce type de données. Enfin, un quatrième type de couche de scène, donc de couche 3D qu'on va pouvoir publier sur un portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, les couches de scène de nuages de points. Donc typiquement, un fichier LIDAR ou des fichiers LIDAR, parce que généralement on n'en a pas qu'un seul, on a une collection de fichiers LIDAR que l'on va pouvoir publier de manière efficace, là encore avec une structure de cache adaptée au streaming de l'information en 3D à travers des navigateurs web. Alors le workflow maintenant pour publier ces couches de scène. Alors pour des couches de scène d'objets 3D, donc ces fameux multipatch, eh bien, il va falloir d'abord disposer de multipatch dans une géodatabase. Donc là je vous ai remis les 3 workflows un peu classiques. Des objets 2D symbolisés par une extrusion ou par une règle procédurale vont donner lieu à des modèles 3D qu'on va stocker dans une classe d'entité multipatch. Des objets Collada ou 3DS, alors je ne sais pas tous mis, hein, mais ça peut être aussi le format Obj, le format KML. Donc dans le monde du dessin 3D, on va dire, un outil de géotraitement, la commande import 3D de la boîte à outils d'ArcGIS ou par l'extension DataInterop va me permettre d'avoir une classe d'entité multipatch. Ça pourrait être aussi, bien sûr, des données BIM, un fichier IFC, un fichier CityGML via l'extension DataInterop pourra être aussi converti en couche d'entité multipatch dans la géodatabase. Et à partir du moment où vous avez des multipatch, ça va être assez simple. Vous allez pouvoir, depuis ArcGIS Pro, créer ce qu'on appelle un Scene Layer Package, un fichier SLPK, qui est en fait la version sous forme de cache multi-échelle de votre couche 3D. Et une fois que vous aurez ce fichier SLPK, vous allez pouvoir, donc c'est ce fameux format I3S, donc qui est une norme, un standard OGC désormais, ce fameux fichier SLPK que vous allez pouvoir utiliser, alors soit en lecture directe, hein, des applications comme ArcGIS ArcGIS Pro vont pouvoir lire directement ces fichiers SLPK comme une source de données 3D parmi les autres, mais plus généralement l'usage qu'on fait des fichiers SLPK, c'est de les pousser sur le portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise pour pouvoir donc créer ce qu'on appelle une couche de scène d'objets 3D, donc un service web qui va streamer vos objets 3D. ArcGIS Pro est également capable de publier directement la couche d'entité multipatch et faire une couche de scène. Mais en réalité, ce qui se passe derrière, quand on regarde bien, c'est finalement la génération d'un fichier SLPK et l'automatisation de son envoi sur le portail. Pour les couches de scène de points 3D, c'est après le même workflow. J'ai ma classe d'entité de points 3D, donc avec un Z, hein, que je symbolise avec un symbole 3D. Il y a plein de manières de créer des symboles 3D dans ArcGIS Pro. Il y a des librairies déjà qui sont disponibles en standard. Et puis après, il y a tous les symboles qu'on peut importer à partir de formats 3DS, Obj, Collada, DAE, KML, etc. Et une fois que j'ai mes symboles 3D, depuis ArcGIS Pro, je crée à nouveau un Scene Layer Package, donc un fichier SLPK, qui n'est pas tout à fait le même que pour des entités multipatch, mais dans le standard I3S défini par Esri et validé par l'OGC. Et je peux l'utiliser directement dans ArcGIS Pro, ce fichier SLPK, ou plus généralement, je vais aller le pousser sur un portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise pour disposer d'une couche de scène. Alors une petite erreur ici, c'est pas d'objet 3D, mais de points 3D. Je peux aussi directement publier depuis ArcGIS Pro ma couche avec ses symboles 3D, directement sous la forme d'une couche de scène de points 3D. Pour les nuages de points, le workflow est le même. J'ai mes fichiers LAS dans mon ICG. Je crée à partir d'ArcGIS Pro un Scene Layer Package, un fichier SLPK, que je peux bien sûr consommer directement dans ArcGIS Pro, mais que plus généralement j'utiliserai pour le pousser sur ArcGIS Online ou sur mon portail ArcGIS Enterprise pour faire une couche de scène de nuages de points, que je vais pouvoir utiliser ensuite dans ma visionneuse de scène de mon portail. Et puis pour les mèches 3D, toujours le même principe.
Je vais disposer d'un mesh 3D. Alors au départ, un mesh 3D, ça peut être dans différents formats. Drone to Map a son format pour générer des meshs 3D. Si on prend l'exemple de Context Capture ou de solutions comme Pix4D, j'ai à chaque fois un mesh 3D. Ou si c'est une donnée qui me vient de Vericon IMAO, elle pourra être fournie, elle pourra être générée dans le format I3S sous forme de fichier SLPK, et je pourrais bien sûr l'utiliser directement dans ArcGIS Pro, mais plus généralement, je pourrais la pousser sur un portail ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise pour disposer ensuite d'une couche de scène de mesh 3D. Et bien sûr, donc l'utiliser du coup dans des scènes web. Donc voilà, vous voyez, le workflow il est à peu près toujours le même. Depuis ArcGIS Pro, j'ai ma source de données 3D. Je génère un Scene Layer Package, un fichier SLPK, que je pousse ensuite sur mon portail pour que ça devienne un service web qui va être capable de streamer de manière efficace des données 3D. Je vous ai mis ici un petit tableau, vous le retrouvez dans l'aide en ligne d'ArcGIS, qui montre tout ce qu'on peut faire en termes de publication ou de consommation de ces services de scène une fois qu'elles sont publiées sur le portail. Bien sûr, il y a des applications qui sont plutôt orientées dans la publication de ces données, et puis d'autres qui sont plutôt spécialisées dans leur consommation. Parmi ces outils, il y a ArcGIS Pro qui est un peu particulier, puisque lui, il est capable aussi bien de publier que de consommer, puisque c'est le post expert qui doit être capable de manipuler la donnée 3D dans tous les sens. Alors une petite démonstration concrète de ce workflow. Je suis ici dans ArcGIS Pro, j'ai une scène qui contient à peu près ce qu'on a de plus classique dans une scène 3D. Donc ici j'ai le fond de plan d'imagerie d'ArcGIS Online pour me donner un contexte tout autour de ma scène. J'ai un modèle numérique de terrain sous forme d'un raster qui est au pas de 50 cm, donc qui va compléter celui qui m'est fourni en standard par ArcGIS Online, qui est moins précis. Donc je veux sur ma scène avoir un MMT plus précis. J'ai également des bâtiments en 3D texturés qui viennent ici d'un import d'un fichier CTGML, des données Open Data ici du Grand Lyon, puisqu'on est sur la ville de Lyon. J'ai également des données LIDAR sur cette même zone qui me permettent de visualiser un certain nombre d'informations comme la hauteur de la végétation ou des éléments urbains qui ne seraient autres que les bâtiments. Et puis pour compléter cela et pour vous montrer qu'on peut mettre autre chose que des données purement 3D, j'ai aussi ajouté une couche de points qui correspond ici à des points d'intérêt touristiques. J'ai des restaurants, des musées, des points, des monuments du patrimoine. Et l'idée, c'est de vous montrer que on va pouvoir simplement, une fois qu'on a conçu sa scène ici dans ArcGIS Pro, la publier directement, enfin en une seule fois. Je pourrais aussi publier chacune des couches individuellement, mais là, l'idée, c'est de vous montrer comme je peux en une seule fois publier l'ensemble des couches qui constituent ma scène 3D pour pouvoir récupérer directement cette scène 3D sur mon portail. Donc je renseigne ici avec cette fonction Share as Web Scene, partagée en tant que de scène web en français. J'ai fait le travail nécessaire à toute publication de contenu sur un portail, c'est-à-dire j'ai rentré un titre et les métadonnées. Je demande à faire une analyse pour être sûr qu'il n'y a pas de problème dans ma scène qui empêcherait la publication. Il n'y a aucune erreur, aucun warning, donc je vais pouvoir maintenant partager la scène, c'est-à-dire commencer la publication de tous les services, de toutes les couches qu'elle contient sous forme de services, et la description de la scène elle-même. Donc le processus a démarré, je vais publier chacune des scènes, chacune des couches de ma scène, le LIDAR, les bâtiments 3D, le MNT. Donc ça va prendre quelques minutes, là on a un petit peu accéléré. Une fois que toutes les couches de la scène ont été publiées et que la scène elle-même a été publiée, eh bien on me propose ici d'y accéder à travers son URL et je vais me retrouver donc ici sur mon portail. Bien sûr, dans ArcGIS Pro, je ne l'ai pas signalé, mais j'ai été connecté, j'étais authentifié sur mon portail, puisque avant de partager quelque chose, il faut qu'il sache sur quel portail il doit publier. Et donc j'ai sur mon portail ArcGIS désormais une scène avec dedans tous les contenus que j'avais au départ sur mon poste en local ArcGIS Pro.
Et donc je retrouve tous les éléments. Vous voyez qu'on a gardé la symbologie, hein, que ce soit pour le lidar, que ce soit pour les points d'intérêt touristiques. J'ai mon MNT qui s'est appliqué et je peux donc naviguer dans cette scène, mais cette fois-ci avec un simple navigateur sans avoir utilisé de plugin. Et donc ça fait la transition avec la partie suivante de ma présentation, comment démocratiser l'usage de la 3D. Alors, il y a différentes manières. Une manière toute simple de démocratiser l'usage de la 3D sans même parler de publication de données 3D sur le web. Il y a une capacité dans ArcGIS Pro qui est très intéressante, qui est la capacité de créer des animations. Dans ArcGIS Pro, dès que je crée une scène 3D, je peux commencer à définir un scénario pour créer une vidéo, une animation dans laquelle je vais me déplacer en 3D, faire apparaître certains éléments à certains moments de mon animation, les mettre en mouvement éventuellement, ces objets, afficher ce qu'on appelle des superpositions, venir mettre du texte en fonction d'une date, par exemple, afficher une date, si j'ai une notion de chronologie dans mon animation, ou venir mettre des logos, etc. Je ne vais pas décrire bien sûr cette capacité, juste ici vous montrer dans ArcGIS Pro, j'ai une interface qui ressemble un petit peu aux outils de montage de vidéos, hein. J'ai ce qu'on appelle en anglais une timeline, une chronologie dans la version française, en dessous de ma scène, qui va me permettre de fixer les moments clés, les points clés de mon animation, par où je passe, par quel cadrage je dois passer pour faire mon animation, quel est le timing, hein, que je veux entre chaque point clé de cette animation, et lui va ensuite vous offrir une interface de montage, hein, quand je dis c'est ArcGIS Pro, avec un bandeau que vous voyez ici s'afficher, et dans laquelle vous allez pouvoir gérer tous les paramètres de votre animation. Alors j'accélère, hein. Là on a mis un certain nombre de cadrages, on est allé chercher d'ailleurs dans les géosignés qui avaient été définis sur la scène. On a également inséré des informations complémentaires, des images qui à certains moments vont décrire chacun des sites que je parcours. Alors ce sont les sites des Jeux Olympiques 2024, et donc à la fin j'ai une capacité à exporter. Une fois que ma vidéo est correcte, vous l'avez prévisualisée, elle fonctionne correctement, vous allez pouvoir régler finement l'export, les paramètres d'export de votre vidéo, soit un export local, soit publier directement votre vidéo sur YouTube, sur Instagram, etc. Et donc, qu'est-ce que ça donne à la fin? Ça donne une vidéo comme celle-ci, hein. C'est vraiment le projet là une fois que la vidéo est produite. Donc une vidéo sur laquelle je vais me balader sur les différents sites des Jeux Olympiques, avec, vous voyez en bas ici une image qui vient s'incruster dans l'animation pour chacun des sites que je parcours. Donc là, il y a un petit peu tout ce qu'on a vu, hein. Il y a des couches de multipatch qui sont dans cette scène. On a une couche de points qui représente ici les arbres. On a des étiquettes 3D qui ont été mises sur un certain nombre de sites. Tout ça, ce sont des capacités 3D d'ArcGIS Pro qui sont mis en musique au travers de cette animation. Donc c'est intéressant, hein, de pouvoir produire ce type d'animation sans outils complémentaires. On est dans du pur standard de ce que c'est faire ArcGIS Pro, sans extension 3D Analyst ou Spatial Analyst ou quoi que ce soit. Alors des applications, on a vu ArcGIS Pro, on a vu CityNG, mais il y en a d'autres autour de la 3D. Une application comme ArcGIS Earth, comme Drone2Map ou Web App Builder. Donc ArcGIS Earth, hein, c'est une visionneuse gratuite 3D, un globe, avec la même philosophie que Google Earth, mais sur des données métiers, connectées au service de son portail, mais également à des données locales, des shapefiles, des géodatabases, des KML, etc., de l'imagerie également. Tout ça dans un environnement de globe avec une navigation en 3D. Drone2Map, qui est la solution qui génère des produits 2D, 3D à partir d'images issues de collecte aéroportée, alors de drones, mais aussi d'ULM, d'avions, pourquoi pas. La visionneuse de scène du portail, c'est une application 3D, et c'est même une des principales applications 3D pour visualiser des scènes 3D sur le web. Le Web App Builder, le générateur d'applications que vous utilisez peut-être déjà pour créer des applications web 2D sans aucun développement, sachez qu'elle est également disponible pour travailler avec des données 3D, avec des scènes web, pour offrir des applications avec des widgets, avec la même philosophie de conception d'applications sans développement, mais en 3D. Et puis les story maps, hein, tous les modèles de story map sont capables d'afficher des scènes 3D, et donc vous pouvez construire des narrations cartographiques en utilisant la 3D.
En termes de 3D, même si j'ai pas détaillé ça beaucoup dans cette session, il y a un aspect important pour les développeurs, c'est qu'ils disposent d'outils pour développer des applications personnalisées exploitant ces scènes 3D, ces couches 3D. Ça peut être l'API JavaScript pour des applications web, ça peut être les SDK Runtime pour développer des applications natives. Et on vous en montre ici un exemple. Alors c'est vraiment un exemple parmi d'autres. L'application, un modèle d'application ici qui s'appelle Sysflu, qui est diffusé en open source et qui est assez facile, de configurer sans même être développeur, mais qu'on peut étendre bien sûr si on est développeur, et qui permet de mettre en évidence aussi un point important sur la donnée 3D quand elle est diffusée sous forme de service web. Alors, je vais vous afficher l'application, voilà. Donc c'est une application web qui permet d'explorer des espaces 3D. Pourquoi je vous montre cette application? Déjà parce qu'elle a un intérêt en soi. Elle permet de requêter, de filtrer les différents types d'espaces que j'ai. Alors ici, on est sur la zone d'emploi de Vélizy, Villa-Coublay, en région parisienne. Elle permet de représenter ces bâtiments en fonction de leur type. Alors c'est plus que les bâtiments, parce que ça va au niveau de chacun des étages, de visualiser la quantité de bureaux, etc. Et pourquoi je vous montre cette application? C'est parce qu'elle démontre bien les capacités d'un service 3D. On n'est pas que dans la visualisation. Quand je crée une couche de scène, que je publie une couche de scène sur le portail ArcGIS, j'ai bien les attributs qui sont associés à ces objets 3D. C'est pas que de la visualisation, et ces attributs, je peux les exploiter pour faire des requêtes, pour faire des filtrages, et c'est grâce à ça que ici, avec l'API JavaScript, je peux facilement développer une application qui va exploiter les attributs, qui va filtrer ici les espaces en fonction de leur type, en fonction de leur superficie, que je vais pouvoir représenter cette information dans des histogrammes, etc. Donc on est dans quelque chose qui est toujours du SIG. Même quand on publie sur le web, on garde cette idée qu'on peut faire de l'analyse sur les objets, on peut travailler sur les géométries en 3D, on peut travailler sur les attributs qui sont associés à ces objets. Vous connaissez peut-être en 2D l'application qui existait, le modèle d'application qui existait depuis quelques années déjà, qui s'appelle Campus Viewer, et depuis quelques mois maintenant, ce Campus Viewer, il a été décliné aussi en version 3D, et il me permet, donc c'est encore un exemple de développement d'application avec l'API JavaScript d'ArcGIS, qui exploite des services 3D. Donc je vais vous la montrer rapidement. Voilà. J'ai ici, donc l'objectif, c'est de permettre de faire de la recherche de bureaux au sein d'un campus. C'est le campus d'Esri en fait, aux États-Unis, et de vous montrer au travers de cette application que d'autres extensions qu'on n'a pas forcément détaillées ici, comme Network Analysis, peuvent être aussi couplées à la donnée 3D pour exploiter cette notion de trois dimensions. Donc par exemple ici, j'ai quelque chose ici de schématique au niveau de mes espaces. Je retrouve tous les étages de mes bâtiments avec chacun des bureaux, les salles de réunion, etc. Donc on est ici dans ce que donne l'import de données BIM, par exemple, dans SIG. Donc on est passé par le format IFC, on a importé les modèles BIM de chacun des bâtiments dans la géodatabase, et on a publié pas tout le contenu du BIM, mais ce qui nous intéressait pour l'application ici, les cloisons, les escaliers et la description de chacun des espaces dans les bâtiments. Une fois qu'on a publié cette couche sur le web, on a aussi publié un service de calcul d'itinéraire basé sur les cheminements à l'intérieur de ces espaces, et avec les fonctions de recherche standard qu'on a dans l'API JavaScript ArcGIS. Eh bien, je peux rechercher, par exemple, le bureau de John Snee, par exemple, dire que c'est de là que je veux partir, et puis dire que je veux rejoindre le bureau de cette personne, par exemple ici. Donc, il va me calculer l'itinéraire, et cet itinéraire, je vais pouvoir le visualiser, le parcourir en 3D. Je vais avoir le temps de parcours, et puis je vais dire non, finalement, moi, je veux pas le faire à pied, mais je veux passer par un ascenseur.
eh bien, il va me le calculer ici. Donc là, c'est typiquement des calculs que l'on peut faire avec Network Analyst. Donc j'ai couplé Network Analyst avec des données 3D importées de fichiers BIM pour pouvoir créer une application ou la configurer, là en l'occurrence, parce qu'elle a déjà été développée par Esri, et vous pourriez tout à fait l'utiliser sur vos propres données. C'est une application qui est documentée, dont le code source est ouvert, et que vous pouvez paramétrer avec vos propres données. Alors bien sûr, ce sont que des exemples, hein. Il en existe beaucoup. Juste quelques minutes pour vous parler un petit peu du futur. Ça va aller assez vite, mais je voulais quand même terminer la présentation là-dessus. Esri continue d'innover sur la 3D. Il y a déjà beaucoup de choses. Ces 2-3 dernières années, les capacités 3D ont beaucoup évolué, mais c'est que le début. Esri continue de travailler sur l'amélioration des outils de création de modèles 3D dans Pro, j'en parlais tout à l'heure, notamment pour pouvoir appliquer des textures aux modèles 3D que l'on construit interactivement dans Pro. Le format i3S, qui est donc désormais un standard OGC, je l'ai dit, va continuer d'évoluer, notamment pour pouvoir s'appliquer aussi à des couches d'entités de lignes ou de polygones 3D, pour pouvoir aussi mieux prendre en charge les niveaux très fins de détail, puisqu'on importe de plus en plus de fichiers IFC, de modèles BIM dans le SIG. On va aussi faire en sorte que le format de cache I3S pour la diffusion de données 3D sur le web soit bien adapté à ces niveaux d'échelle, donc en lot 4 en fait, hein, pour être concret. Donc le I3S va se compléter aussi d'un format, d'une spécification pour le lot 4. Proposer plus de capacité de smart mapping sur les couches d'objets 3D, ça a déjà beaucoup évolué dans les dernières versions de Portal for ArcGIS, hein, d'ArcGIS Enterprise et d'ArcGIS Online, mais il y a encore des possibilités d'aller plus loin, notamment d'avoir des symboles 3D qui seront animés, mais d'aller aussi loin, hein. L'idée c'est d'aller aussi loin en 3D qu'en 2D, de prendre en charge des vues panoramiques 360 degrés, d'avoir des workflows entre le BIM et les sujets qui sont et le SIG qui sont plus simples, de la lecture directe par exemple de Revit, hein, on en parle, il y a des travaux de R&D qui sont en cours sur le sujet. Une annonce a été faite de partenariat renforcé entre Autodesk et Esri il y a 2 semaines, vous l'avez peut-être vu, c'est notamment un des sujets de ce rapprochement, d'avoir une meilleure interopérabilité sur ces types de données. Et puis l'arrivée de capacités de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans les SDK ArcGIS Runtime. Si on devait encore parler du futur, il y a deux derniers sujets qui peuvent être évoqués. Ce sont des choses qui existent. Les capacités de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans les SDK ArcGIS Runtime, dans les SDK qui permettent de développer des applications natives sur Windows, sur macOS, sur Linux, sur Android, sur iOS. Ces SDK Runtime permettent à des développeurs, vont permettre, puisque c'est encore en bêta aujourd'hui, vont permettre de développer des applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou ce qu'on appelle de réalité mixte, hein, de combinaison en fait de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans des applications personnalisées. Esri a utilisé ces capacités-là pour faire 2 applications. Une première application qui s'appelle ArcGIS 360 VR, donc qui n'est pas une application supportée, n'est pas une application officielle entre guillemets, mais qui est téléchargeable et qui se combine à CityEngine. On crée le modèle 3D dans CityEngine et ensuite on l'exporte dans un format qui s'appelle 3VR et qui est ensuite publié sur son portail, qui est accessible à partir d'un masque immersif et qui permet de s'immerger dans une scène 3D. Et puis une deuxième application, toujours pareil, basée sur les nouvelles capacités d'ArcGIS Runtime, des SDK ArcGIS Runtime, c'est l'application qui s'appelle OGGeo, qui n'est pas non plus une application officielle, c'est faut voir ça comme un prototype que Esri met à disposition de ses clients pour avoir des retours et pour savoir vers quoi aller en termes de solutions, cette fois-ci supportées dans le futur. Cette application OGGeo permet de diffuser en fait des couches de points, des équipements par exemple sur un portail ArcGIS, et puis à partir d'une application Android ou iOS, de pouvoir se connecter à son portail, récupérer cette couche de points et venir l'afficher dans un environnement augmenté sur son téléphone ou sur sa tablette.
Voilà, donc bien avoir en tête, hein, j'ai passé très vite la slide, qu'il y a deux familles pour les développeurs qui voudraient travailler en 3D. Il y a l'API JavaScript 4.x qui va fournir toutes les briques pour pouvoir consommer ces scènes web, ces couches de scènes 3D, et puis l'équivalent, mais en termes de construction d'applications natives, qui sont les SDK ArcGIS Runtime, donc la génération 100.x permet de développer des applications 3D sur iOS, Android, Windows, Linux et macOS. Donc j'en dirai pas plus, hein. Le point d'entrée pour le développement de manière générale, que ce soit du développement 2D ou 3D, tout se trouve sur le site developers.argis.com. Voilà, il nous reste quelques minutes. Je suis désolé, j'ai un petit peu dépassé l'heure, mais vous pouvez poser vos questions au travers de l'interface de GoToMeeting. Si je peux y répondre immédiatement, je vais y répondre. On va encore prendre 5 minutes pour cela. Bien sûr, toutes les questions qui seront posées auxquelles je n'aurai pas répondu, je vous y répondrai dans la foulée de ce séminaire, dans les heures qui viennent. Et on publiera également, au moment où on publiera la vidéo de ce séminaire en ligne, on publiera un FAQ, un document avec toutes les questions et toutes les réponses associées à ces questions. Alors, avez-vous parlé des nouvelles fonctionnalités d'ArcGIS Pro permettant d'afficher directement des zones de visibilité sans avoir à attendre le résultat d'un géotraitement? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas fait de démonstration. Vous avez vu dans une de mes slides à quoi allait ressembler l'interface d'ArcGIS Pro pour cela. Vous avez vu qu'il y avait dans le ruban qui s'appelle Analyse, qui est utilisé au quotidien par ceux d'entre vous qui travaillent avec ArcGIS Pro. Dans ce bandeau d'analyse, vous avez vu qu'il y avait une fonction, une série de fonctions liées à la visibilité. Vous l'activez et à partir de ce moment-là, vous définissez le point de départ, le point d'observation, et vous avez vu que interactivement, en fait, se dessinent en vert et en rouge les zones visibles, non visibles. Donc ça, c'est un exemple effectivement qui figurait dans mes slides. Donc je rappelle, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore dans ArcGIS Pro, qui arrive en version 2.1, c'est-à-dire la prochaine version d'ArcGIS Pro qui sortira au mois de janvier 2018. Existe-t-il un moyen de géolocaliser automatiquement des fichiers Collada non géolocalisés par transformation par exemple? Alors oui, il y a deux manières de géolocaliser, de géoréférencer des fichiers 3D qui viennent d'un environnement extérieur, que ce soit du Collada, que ce soit des fichiers 3DS, des fichiers OBJ. Il y a donc, au travers de la fonction import 3D, l'outil import 3D, on a la possibilité d'associer à chacun des fichiers un petit fichier texte qui donne la parité entre la coordonnée dans le système de coordonnées de l'outil de dessin dans lequel se trouve le modèle 3D, et puis la correspondance donc dans le système de coordonnées dans lequel doit venir se placer l'objet. Alors ça règle pas les problèmes d'orientation et de mise à l'échelle des objets, et ça permet déjà d'avoir l'objet qui se positionne après l'import. Une fois qu'il est dans la géodatabase en tant que multipatch, il se positionnera correctement au bon endroit. Et puis la deuxième possibilité, c'est de le faire une fois l'objet importé. On a la possibilité d'éditer un multipatch une fois qu'il est importé dans une géodatabase avec des outils interactifs dans ArcGIS Pro pour venir le repositionner au bon endroit pour pouvoir éventuellement modifier sa rotation, modifier son échelle. Dernière question, serait-il possible d'avoir des formations sur la création d'applications web et mobiles? Il y a deux options. Alors j'avoue que je ne suis pas un spécialiste du contenu des formations. Je sais qu'il y a une formation sur l'API JavaScript. J'espère qu'elle couvre les aspects 3D. Il faudrait le vérifier. Je vous y répondrai après avoir vérifié ça. Sinon, Esri France réalise aussi des formations personnalisées dans lesquelles le programme peut être modifié, adapté en fonction de vos centres d'intérêt. J'ai envie de répondre aussi qu'il y a
aussi des formations en ligne, notamment sur les aspects développeurs. Sur le site que j'évoquais tout à l'heure, developers.argis.com, il y a toute une série de tutoriaux vidéo qui traitent des différents aspects du développement avec l'API JavaScript ou avec les SDK runtime. Et je sais que sur la 3D, il y en a énormément. Ce sont des vidéos, des tutoriaux qui sont assez courts, qui font entre 5 et 15 minutes. Et il y en a beaucoup autour du sujet de la 3D. Et puis bien sûr, au travers de la documentation, il y a beaucoup d'exemples de code qui vous permettent très rapidement de démarrer des développements et de comprendre comment charger une scène web, comment charger des données 3D, comment gérer leur affichage, comment déplacer la caméra dans une scène web, etc.